Ma sœur ne voulait pas quitter ma maison après 6 mois. Elle a invoqué le droit des squatteurs. Alors je lui ai coupé l'électricité. J'ai appelé les services de protection des adultes et je l'ai fait interner. Ma mère dit que je suis mort pour elle, mais je ne regrette rien. Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui va vous sidérer. Mais très vite, si vous aimez ce contenu, cliquez sur le bouton d'abonnement. La chaîne a été un peu calme ces derniers temps, et votre soutien est essentiel pour que tout continue. Plongeons dans le vif du sujet. Publication originale. Je m'appelle Michael, 30 ans, H, et je vais vous raconter comment j'ai légalement et systématiquement expulsé ma sœur manipulatrice Sarah, 28 ans, F, de ma maison après que ma mère, Barbara, 54 ans, F, m'ait culpabilisée pour ce qui devait être un séjour de 2 semaines qui s'est transformé en 6 mois d'enfer. Je dois commencer par un peu de contexte, car comprendre notre dynamique familiale est crucial pour comprendre comment les choses ont si mal tourné. J'ai toujours été l'enfant responsable. Pendant que les autres enfants jouaient aux jeux vidéo, je travaillais à temps partiel dès l'âge de 14 ans. J'ai économisé chaque centime, étudié dur et obtenu une bourse complète à l'université d'État pour des études d'ingénieur. À 25 ans, j'avais un emploi stable dans une entreprise aérospatiale et j'avais économisé assez pour un acompte sur une maison. Rien d'extraordinaire, une maison de plein pied de 3 chambres dans une banlieue correcte, mais c'était la mienne. J'y étais parvenu sans un centime d'aide de la famille, ce qui était important pour moi compte tenu de l'historique de chaos financier de notre famille. Sarah, en revanche, vivait sa vie comme si la responsabilité était une maladie qu'elle pouvait attraper. Elle a abandonné le lycée à 17 ans, a finalement obtenu son GED, puis a passé la décennie suivante à passer de petits boulots sans avenir à des relations toxiques et au canapé de notre mère. Tous les quelques mois, il y avait une nouvelle crise. Elle avait besoin d'argent pour des réparations de voiture. La voiture finissait de toute façon par être saisie. Elle avait besoin du premier mois de loyer pour un appartement. Elle se faisait expulser en moins de 3 mois. Elle avait besoin d'argent pour une caution, ne demandez pas. Notre mère, Barbara, était la principale complice de Sarah. Aux yeux de maman, Sarah était toujours la victime. Renvoyée d'un travail ? Le directeur était jaloux d'elle. Expulsée ? Le propriétaire était déraisonnable. Arrêtée pour vol à l'étalage ? Elle était désespérée et le magasin pouvait se permettre la perte. Maman avait passé toute la vie de Sarah à la protéger des conséquences, et le résultat était une femme de 28 ans avec la maturité émotionnelle et les compétences de vie d'une adolescente gâtée. J'avais réussi à me tenir à distance de leur dysfonctionnement pendant des années. Je vivais à 45 minutes, une distance suffisante pour rendre les visites impromptues incommodes. Je changeais mes serrures régulièrement. Oui, Sarah m'avait déjà volé mon double de clés. Je ne répondais jamais aux appels après 21h, heure à laquelle les appels de crise arrivaient généralement. J'avais des limites, pour la plupart, elles tenaient bon. Puis, il y a 6 mois, maman m'a appelé un mardi après-midi. C'était inhabituel. Les appels dramatiques arrivaient généralement la nuit ou le week-end. Elle pleurait, ce qui n'était pas inhabituel, mais il y avait quelque chose de différent dans sa voix. De la défaite, peut-être. Michael, j'ai besoin de ton aide, a-t-elle commencé. C'est Sarah. J'ai failli raccrocher sur le champ. Combien de conversations avaient commencé exactement de cette façon, mais quelque chose m'a fait écouter. Elle était chez son petit ami, Derek, mais il l'a mise à la porte. Elle vit dans sa voiture depuis 3 jours. Je l'ai trouvée ce matin sur le parking de Walmart. Elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. Alors, ramène-la à la maison, ai-je dit, sachant déjà ce qui allait arriver. Je ne peux pas. Mon propriétaire a découvert qu'elle restait avec moi le mois dernier et a menacé de m'expulser si j'avais de nouveau des occupants non autorisés. Je pourrais perdre mon appartement. Michael, je peine déjà à payer mon loyer. C'était nouveau. Maman avait enfin fait face à une conséquence dont elle ne pouvait pas se sortir en parlant. Son propriétaire était apparemment insensible à ces histoires larmoyantes. Elle a besoin d'un endroit où rester juste pour quelques semaines, a continué maman. Juste le temps qu'elle reçoive son remboursement d'impôts et puisse trouver un appartement. 2 semaines, Michael.
C'est tout. J'ai dit non. Fermement, clairement non. J'ai rappelé à maman la fois où Sarah était restée chez moi une nuit. Et où je suis rentrée d'un voyage d'affaires pour découvrir qu'elle avait organisé une fête qui avait causé $2000 de dégâts. Je lui ai rappelé l'argent que Sarah m'avait volé au fil des ans, probablement près de $5000 au total. Je lui ai rappelé que Sarah était une adulte qui devait faire face à des conséquences d'adulte. Maman m'a raccroché au nez. Pendant les 3 jours suivants, mon téléphone était un champ de bataille. Maman appelait constamment. Elle a enrôlé des membres de la famille à qui je n'avais pas parlé depuis des années pour plaider la cause de Sarah. Ma tante Jennifer m'a traité de sans-cœur. Mon oncle Robert a dit que j'abandonnais ma famille. Ma cousine Amanda, qui avait eu ses propres expériences avec Sarah, m'a envoyé un message privé pour me dire de tenir bon, mais s'est publiquement rangée du côté de ma mère pour préserver la paix. Le 4e jour, maman a intensifié les choses. Elle s'est présentée à mon lieu de travail. Je travaillais pour un sous-traitant de la défense avec une sécurité sérieuse. Maman a réussi à convaincre la réceptionniste et attendait dans le hall quand je suis descendue pour déjeuner. Sarah était avec elle et je dois admettre qu'elle avait l'air mal en point. Les yeux creux, les cheveux sales, des vêtements qui avaient connu des jours meilleurs. Pendant un instant, juste un instant, j'ai ressenti de la sympathie. Puis Sarah a ouvert la bouche. Content de voir que tu t'en sors bien pendant que je suis sans abri, a-t-elle dit, regardant ma tenue de travail avec un ressentiment non dissimulé. La sympathie s'est évaporée. Maman s'est lancée dans son numéro. Larmes, voix forte, mention de la loyauté familiale et du fait qu'elle m'avait mieux élevée que ça. La sécurité commençait à s'en apercevoir. Mes collègues me fixaient. Mon manager, qui était descendu pour me chercher pour une réunion, regardait avec des sourcils haussés. J'avais 2 choix. Tenir bon et probablement faire escorter ma mère et ma sœur par la sécurité, créant une scène qui me suivrait professionnellement pendant des années, ou céder à certaines conditions. J'ai choisi la 2e option, mais je n'allais pas me laisser faire sans protection. 2 semaines, ai-je dit doucement. Elle peut rester 2 semaines, mais il y aura des règles et un accord écrit. Les larmes de ma mère ont miraculeusement séché. Sarah a eu un sourire suffisant, pensant qu'elle avait gagné. Elle n'avait aucune idée de ce à quoi elle venait de consentir. Ce soir-là, j'ai rédigé un document. Pas n'importe quel document, un contrat de location juridiquement contraignant. J'avais appris des erreurs passées et en lisant d'innombrables histoires en ligne sur le droit des squatteurs et le droit des locataires. L'accord spécifiait, Sarah louerait la chambre d'amis pour 2 semaines à $1 par jour. Le paiement était dû à l'avance. Je voulais une trace écrite montrant qu'il s'agissait d'une location, pas d'une visite familiale. Pas d'invité sans autorisation écrite préalable. Interdiction de fumer, de boire ou de consommer de la drogue sur la propriété. Heure de tranquillité de 22h à 8h. Pas d'utilisation des parties communes entre 23h et 6h. Tout dommage serait documenté et facturé. Le non-respect de la date de départ convenue entraînerait une procédure d'expulsion immédiate. J'ai également inclus une clause stipulant qu'il s'agissait d'un bail à durée déterminée sans option de renouvellement ou de prolongation. J'ai fait 3 copies et je suis allée à l'appartement de maman ce soir-là. C'est ridicule, a dit Sarah en le lisant. Alors trouve un autre endroit où rester, ai-je répondu. Elle l'a signé. Maman a été témoin. Je leur ai donné une copie à chacune et j'ai gardé l'original. J'ai aussi pris des photos d'elles en train de signer et enregistré un audio, ce qui est légal dans mon état, de ma mère reconnaissant qu'il s'agissait d'un arrangement de 2 semaines seulement. Sarah a emménagé ce soir-là avec 2 sacs poubelles de possession et une attitude à faire tourner le lait. Je lui ai montré la chambre d'amis, que j'avais déjà préparée. J'avais enlevé tout ce qui avait de la valeur ou était fragile. J'avais installé une serrure sur le placard où j'avais rangé le beau linge et les appareils électroniques qui s'y trouvaient. Les meubles étaient basiques mais fonctionnels. Un lit, une commode et une table de chevet, tous provenant d'une friperie spécifiquement pour cette situation. Si elle les détruisait, je m'en ficherais. J'ai également installé une caméra dans le couloir devant sa chambre, ce qui est légal car c'est un espace commun et mentionné dans le contrat de location, et une serrure intelligente sur la porte de ma chambre qui ne s'ouvrait qu'avec mon téléphone.
Les 3 premiers jours ont été calmes. Sarah est principalement restée dans sa chambre, probablement à chercher du travail sur son téléphone, bien que plus probablement à faire défiler les réseaux sociaux. Elle sortait pour manger, utiliser la salle de bain, puis se retirait. J'ai commencé à penser que peut-être, juste peut-être, cela fonctionnerait. Le 4e jour, les problèmes ont commencé. Je suis rentrée à la maison pour trouver un homme étrange dans mon salon. Derek, l'ex-petit ami qui l'avait mise à la porte. Ils essayaient de régler leurs problèmes, a expliqué Sarah. J'ai montré l'accord. Pas d'invité sans permission. Derek est parti, mais pas avant d'avoir essayé de me jauger, se demandant probablement si je valais la peine d'être volée. Le 5e jour. Je me suis réveillée à 2 heures du matin avec de la musique à fond venant de la chambre d'amis. J'ai frappé, je lui ai dit de l'éteindre. Elle a baissé le volume, mais ne l'a pas éteinte. Je lui ai envoyé un avertissement formel par SMS pour violation des heures de tranquillité. Le 7e jour. Une semaine après, je suis rentrée chez moi avec une odeur de fumée de cigarette. Sarah a juré qu'elle n'avait pas fumé, mais les images de la caméra la montraient en train d'ouvrir la fenêtre et de se pencher pour fumer. Autre avertissement écrit. Le 10e jour. Je l'ai trouvée ivre morte dans la salle de bain à 3 heures du matin. Elle avait vomi par terre et n'avait pas nettoyé. 3e avertissement. Le 14e jour est arrivé. Les 2 semaines étaient écoulées. J'ai frappé à sa porte à 8 heures du matin avec un avis dactylographié indiquant que son bail avait expiré et qu'elle devait quitter les lieux immédiatement. Sarah a ri. Elle a littéralement ri à ma figure. Je ne vais nulle part, a-t-elle dit. Je connais mes droits. Je suis une locataire maintenant. Tu dois m'expulser dans les règles, et ça prend des mois. Elle n'avait pas entièrement tort. Malgré le bail à durée déterminée, elle avait établi sa résidence. Dans mon état, même avec un motif valable, une expulsion pouvait prendre de 30 à 90 jours. Mais Sarah avait fait une erreur cruciale. Elle pensait que j'étais toujours le frère qui finissait toujours par céder à la pression familiale. Elle ne savait pas que j'avais passé les 2 dernières semaines à me préparer pour exactement ce moment. D'accord, ai-je dit calmement. Comme tu veux. Je suis allée dans ma chambre et j'ai lancé le plan B, le démantèlement systématique. D'abord, j'ai déposé une demande d'expulsion officielle le jour même. La date d'audience a été fixée à 3 semaines plus tard, mais je savais que même si je gagnais, il pourrait s'écouler encore des semaines avant qu'elle ne soit réellement expulsée. Donc, pendant que la procédure légale suivait son cours, j'ai fait preuve de créativité. Le contrat de location, que Sarah n'avait manifestement pas lu attentivement, spécifiait que les 14 $ de location ne couvraient que l'hébergement de base. Les services publics, Internet et les commodités étaient fournis à la discrétion du propriétaire, à titre gracieux. Il était temps d'exercer cette discrétion. J'ai commencé par Internet. Le routeur avait des contrôles parentaux avancés qui me permettaient de définir des horaires d'accès et des limites de vitesse pour des appareils spécifiques. Le téléphone et l'ordinateur portable de Sarah ont été soudainement limités à 1 mégabit par seconde, à peine assez pour charger un email, et seulement entre 9h et 17h en semaine. J'essaie de réduire les coûts, ai-je expliqué quand elle s'est plainte. N'hésite pas à prendre ton propre forfait Internet. Ensuite, ce fut le tour de l'électricité. J'ai installé un tableau électrique intelligent, cher, mais ça en valait la peine, qui me permettait de contrôler les circuits individuels. La chambre d'amis n'avait soudainement de l'électricité que pendant les heures de bureau. Sarah a acheté une batterie externe pour son téléphone. J'ai souligné que la charger pendant les heures où il y avait du courant et l'utiliser la nuit était un vol d'électricité non couvert par son contrat de location. Elle m'a traité de fou. J'ai documenté son aveu de vol. La température est venue ensuite. Les thermostats intelligents sont des choses merveilleuses. La chambre d'amis était maintenue à exactement 16,5 degrés Celsius en hiver, le minimum légal dans mon état, et à 29,5 degrés Celsius en été. Le reste de la maison restait confortable. Efficacité énergétique, ai-je expliqué. Ton loyer ne couvre pas la climatisation. Puis j'ai retiré la porte de la chambre d'amis. L'accord garantissait un espace privé, pas une porte.
Sarah a accroché un drap. J'ai souligné que suspendre des objets au cadre de la porte était une modification de la propriété non autorisée dans l'accord. Elle l'a enlevé. Elle l'a remis quand je suis partie. Je l'ai documenté. Pendant ce temps, je constituais mon dossier. Chaque violation était photographiée, enregistrée et classée. J'ai engagé un détective privé. Oui, vraiment. Pour documenter que Derek vivait essentiellement là aussi, entrant et sortant à toute heure. J'ai tenu un journal détaillé de chaque perturbation, de chaque dommage, de chaque SMS menaçant. Sarah a essayé de riposter. Elle a appelé la police en prétendant que je la harcelais. Les officiers ont examiné ma documentation, le contrat de location légale et la demande d'expulsion officielle, et lui ont dit que c'était une affaire civile. Elle a publié sur les réseaux sociaux des messages sur son frère abusif. J'ai répondu avec des photos des dégâts qu'elle avait causés et des captures d'écran de ses messages menaçants. Ses amis sont devenus très silencieux, très vite. Maman, pendant ce temps, était en pleine crise de nerfs. Elle m'appelait en pleurant, en criant, en suppliant. Je lui ai envoyé la même réponse à chaque fois. Tu as dit 2 semaines. Cela fait X jours. Elle doit partir. Maman a essayé d'impliquer d'autres membres de la famille, mais à ce moment-là, la nouvelle de ce qui se passait réellement s'était répandue. Il s'est avéré que Sarah avait coupé les ponts avec beaucoup de gens au fil des ans, et de nombreux parents m'encourageaient discrètement. Semaine 4 de l'occupation de Sarah, j'ai intensifié les choses. J'ai remarqué qu'elle publiait des choses de plus en plus erratiques sur les réseaux sociaux. Des vidéos d'elle en pleurs, parlant de se sentir en danger, proférant des menaces vagues sur ce qu'elle pourrait faire si on la poussait à bout. J'ai fait des captures d'écran de tout et j'ai passé un appel au service de protection des adultes. Je suis préoccupée par la santé mentale de ma sœur, ai-je expliqué. Elle montre des signes de détresse grave, profère des menaces d'automutilation, et je ne me sens pas qualifiée pour l'aider. Ils ont dit qu'ils allaient enquêter. Semaine 5, la date du tribunal est arrivée. Sarah s'est présentée habillée comme pour un entretien d'embauche, essayant de paraître responsable. Je me suis présentée avec un classeur de 5 cm d'épaisseur. Photo des dégâts. Documentation de chaque violation. Le rapport du détective privé montrant que Derek vivait essentiellement là. Des relevés financiers montrant qu'elle n'avait pas payé de loyer au-delà des $14 initiaux. Des témoignages de moralité de voisins sur les perturbations. Sarah a essayé de prétendre que je rendais l'espace inhabitable. J'ai montré que chaque condition respectait les minimums légaux. Elle a prétendu que je la harcelais. J'ai montré que je ne faisais qu'appliquer les termes qu'elle avait acceptés. Elle a prétendu que l'accord avait été signé sous la contrainte. J'ai joué l'enregistrement d'elle riant en le signant, disant « C'est ridicule, mais je signe quand même ». Le juge a statué en ma faveur. Sarah avait 30 jours pour quitter les lieux, mais je n'avais pas terminé. Mise à jour 1. 2 jours après le tribunal, Sarah pensait qu'elle avait 30 jours de plus pour me pourrir la vie. Elle avait tort. Le lendemain du tribunal, les services de protection des adultes se sont présentés. Ils avaient examiné ses réseaux sociaux, en particulier les menaces d'automutilation. Ils avaient également découvert quelque chose que j'ignorais. Sarah avait un historique d'hospitalisation psychiatrique dans d'autres États. Elle avait été internée contre son gré à 2 reprises en Californie, où elle avait brièvement vécu avec des gars rencontrés en ligne, et une fois au Nevada, une autre relation ratée. Ils lui ont offert un choix, une évaluation volontaire, où il demanderait une hospitalisation d'office. Sarah, pensant probablement qu'elle pourrait se sortir de là par la manipulation, a choisi l'évaluation volontaire. Dès qu'elle est partie avec eux, j'avais un serrurier en numérotation rapide. Comme elle partait volontairement pour une évaluation médicale, elle avait de fait abandonné la propriété. J'ai changé toutes les serrures de la maison. J'avais aussi une équipe de nettoyage en attente. Ce qu'ils ont trouvé dans la chambre d'amis était horrifiant. Des bouteilles vides cachées partout. Sous le lit, dans le placard que je pensais fermer à clé. Elle l'avait forcé derrière la commode. Du matériel lié à la drogue. Des trous dans les murs qu'elle avait recouverts d'affiches. Le matelas était si taché et endommagé qu'il a dû être jeté.
L'odeur seule a donné des hauts le cœur à un des nettoyeurs. Nous avons tout documenté. Chaque dommage, chaque bouteille cachée, chaque signe de la destruction qu'elle avait causée en seulement 5 semaines. Le total s'élevait à près de $4000 de dégâts. Maman est arrivée alors que les nettoyeurs étaient encore là. Elle a vu la chambre. Elle a vu ce que sa fille, sensible, avait fait. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu ma mère vraiment sans voix. Ce n'est pas possible, a-t-elle finalement réussi à dire. Je lui ai montré les photos, les bouteilles, le matériel de drogue, les excréments. Oui, des excréments étalés au dos de la porte du placard. Maman a vomi là, sur ma pelouse. Quand elle s'est remise, elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle avait juste l'air vieille et vaincue. C'est moi qui ai fait ça, a-t-elle dit doucement. C'est moi qui ai créé ça. C'était la première fois que je l'entendais prendre la responsabilité de quoi que ce soit concernant Sarah. Mise à jour 2. Une semaine plus tard, Sarah a été libérée après 5 jours, mais avec des conditions. On lui avait diagnostiqué plusieurs troubles de la personnalité et des problèmes de toxicomanie. Elle devait suivre une thérapie ambulatoire intensive et a été placée sur une liste d'attente pour un logement de transition. C'est là que ça devient intéressant. Pendant son évaluation, Sarah avait apparemment avoué beaucoup de choses. Les années de manipulation, la destruction délibérée de biens quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, le fait qu'elle n'avait jamais eu l'intention de quitter ma maison et qu'elle avait prévu d'invoquer le droit des squatteurs. Elle avait aussi avoué quelque chose qui expliquait beaucoup de choses. Elle consommait de la méthamphétamine. Le comportement erratique, les nuits blanches, la paranoïa, les dégâts dans la chambre. Tout prenait sens maintenant. Sarah ne pouvait pas retourner chez maman à cause du problème avec le propriétaire. Elle ne pouvait pas revenir chez moi parce que j'avais obtenu une ordonnance restrictive pendant qu'elle était en évaluation. Le matériel de drogue et les menaces avaient suffi pour qu'un juge l'accorde. Elle a fini dans un refuge pour femmes. Maman a essayé de lui rendre visite là-bas, mais Sarah a refusé de la voir, lui reprochant de ne pas s'être battue plus fort pour que je la laisse rester. Maman est venue chez moi après ce rejet, et nous avons eu la première conversation honnête de nos vies. Je l'ai détruite, a dit maman, assise à ma table de cuisine. Chaque fois que je l'ai sauvée des conséquences, je l'ai rendue plus faible. Chaque fois que j'ai blâmé quelqu'un d'autre pour ses problèmes, je lui ai appris à ne jamais prendre ses responsabilités. Elle a aussi admis quelque chose qui m'a choquée. Elle suivait elle-même une thérapie depuis 1 an. Son thérapeute l'avait mise en garde contre le fait de cautionner Sarah, mais elle n'avait pas pu s'arrêter. C'était comme une dépendance, a-t-elle dit. J'avais besoin qu'on ait besoin de moi. Mise à jour 3. 1 mois plus tard. Sarah a été placée en logement de transition, un environnement structuré avec des règles, des couvre-feux et une thérapie obligatoire. Elle devait trouver un emploi dans les 2 semaines sous peine d'être expulsée. Elle y est parvenue, se faisant embaucher dans un fast-food. L'ordonnance restrictive était toujours en vigueur, mais j'avais des nouvelles par la famille. Sarah disait apparemment à tout le monde que je lui avais sauvé la vie en la forçant à se faire aider. Pas avec gratitude, plutôt comme si elle énonçait un fait qu'elle détestait mais ne pouvait nier. La chambre d'amis avait été entièrement rénovée. J'ai dû tout démolir jusqu'au montant pour me débarrasser de l'odeur et des dégâts. Cela m'a coûté $6000 au total. J'ai poursuivi Sarah devant la cour des petites créances et j'ai obtenu un jugement pour le montant total plus les frais de justice. Je ne verrai jamais cet argent, mais avoir le jugement enregistré était comme une forme de clôture. J'ai transformé la chambre en salle de sport. Chaque matin, quand je m'entraîne là-dedans, je pense à quel point les choses auraient pu être différentes si quelqu'un avait simplement dit non à Sarah il y a 20 ans. Mise à jour 4. 2 mois plus tard. C'est probablement ma dernière mise à jour. Sarah est en logement de transition depuis 2 mois maintenant. Selon ma cousine Jennifer, qui travaille dans l'établissement, le monde est petit, Sarah s'en sort plutôt bien. Elle a gardé son emploi, a assisté à toutes ses séances de thérapie et n'a pas eu d'incident majeur. L'explication de la dépendance à la méthamphétamine a donné un sens à beaucoup de ses comportements passés. La paranoïa, l'agressivité, la destruction,
Elle en consommait apparemment depuis environ 2 ans, ce qui coïncidait avec le moment où son comportement est passé de difficile à destructeur. Maman et moi avons recommencé à nous parler. Pas beaucoup, mais un peu. Elle continue sa thérapie et a rejoint un groupe de soutien pour les parents de toxicomanes. Elle m'a envoyé une lettre s'excusant non seulement pour les événements récents, mais pour des années à faire passer les besoins de Sarah avant les miens, pour m'avoir parentifié, pour avoir fait de moi le responsable tout en laissant Sarah être l'enfant perpétuel. Je ne suis pas encore prêt à lui pardonner, mais j'ai gardé la lettre. La maison est paisible maintenant. Le système de sécurité que j'ai installé 8 caméras, des serrures intelligentes, des détecteurs de mouvement est peut-être excessif, mais il me permet de me sentir en sécurité. La salle de sport qui était autrefois la chambre d'amis est ma pièce préférée de la maison maintenant. J'ai installé une porte en métal avec une serrure numérique qui ne s'ouvre qu'avec mon téléphone. Oui, c'est excessif, mais c'est aussi un rappel que les limites, une fois établies, doivent être défendues. Réflexion finale. En repensant à ces 6 mois, je ne regrette pas ce que j'ai fait. C'était laid, stressant, et ça a détruit ce qui restait de notre dynamique familiale. Mais cette dynamique était toxique et devait être détruite. Le plus triste, c'est que si Sarah avait été honnête depuis le début, si elle avait admis qu'elle avait un problème, si elle avait demandé une aide réelle au lieu d'essayer de manipuler pour obtenir un logement gratuit, je l'aurais aidée. J'aurais payé pour une cure de désintoxication. J'aurais soutenu son rétablissement. Mais elle ne voulait pas d'aide. Elle voulait continuer le schéma qu'elle avait vécu toute sa vie. Profiter, éviter les responsabilités, blâmer les autres quand les choses tournaient mal. Il a fallu une hospitalisation littéralement involontaire pour briser ce schéma. Pour quiconque est confronté à des situations similaires, voici ce que j'ai appris. Documentez tout dès le premier jour. Chaque SMS, chaque incident, chaque dommage. Vous en aurez besoin. Ne laissez jamais la pression familiale l'emporter sur votre instinct. Si quelqu'un vous a déjà trahi, il le refera à moins que quelque chose de fondamental n'ait changé. Utilisez le système judiciaire. Il existe pour une raison. N'essayez pas de tout gérer vous-même. Parfois, la chose la plus cruelle que vous puissiez faire à quelqu'un est exactement ce dont il a besoin. Sarah avait besoin de faire face aux conséquences. Maman avait besoin de voir ce qu'elle avait créé. J'avais besoin de me défendre. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui ne veut pas d'aide. Vous ne pouvez que vous protéger de sa destruction. La porte en métal de ce qui était la chambre d'amis reste. Non pas parce que j'ai peur que Sarah revienne. L'ordonnance restrictive s'en charge, mais parce que c'est un monument aux limites. C'est un rappel quotidien que j'ai le droit à la paix dans ma propre maison. Sarah a récemment célébré 60 jours de sobriété et d'emploi. Maman m'a envoyé une photo de la cérémonie de remise des diplômes du logement de transition. Sarah avait l'air différente, plus âgée peut-être, ou juste usée, mais aussi présente d'une manière qu'elle ne l'avait pas été depuis des années. Peut-être qu'un jour nous pourrons avoir une sorte de relation. Peut-être pas. Je n'attends pas de le savoir. Je vis ma vie dans ma maison avec ma porte en métal, ma paix et mes limites intactes. La guerre de la chambre d'amis est terminée. J'ai gagné non pas en me battant selon leurs règles, mais en refusant de jouer à leur jeu. J'ai gagné en utilisant le système, en documentant tout et en acceptant d'être considéré comme le méchant de leur histoire. Parce que voici la vérité, parfois, être le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre est le seul moyen d'être le héros de la sienne. La maison est calme maintenant. Pas de drame, pas de chaos, pas de crise en pleine nuit, juste la paix. Cela m'a coûté ma relation avec ma famille, du moins temporairement. Mais j'ai gagné quelque chose de plus précieux, le respect de moi-même et la connaissance que je peux me défendre, peu importe qui essaie de me détruire. Est-ce que ça en valait la peine? Chaque seconde.